Bien. Ah oui, oui. Ah oui, enfin. Je manque de femmes, donc bien. C'est parce que je suis vieux. Non, c'est que tu remplaces une somptueuse créature. Bien. Je reviens donc à de justes proportions, et après les folies des dernières semaines, je reviens à la lecture sage et continue du tome 1. Donc, nous avons coutume de faire un résumé très bref avant de lire, surtout que nous avons ici des amis qui n'étaient pas venus précédemment. Oui. Donc, les 5 tomes de la guerre de la Terre et des Hommes sont pas tant une saga dans la mesure où il y aurait une histoire qui se déploierait d'un tome à l'autre, mais 5 stations dans une relation que je tente, et qui est un peu dangereuse, de ce qu'on pourrait appeler l'intelligibilité juive, la relation juive au monde et au temps et à l'histoire, et l'histoire et l'intelligibilité occidentale, des choses comme ça, dans la mesure où ça veut dire quelque chose. Et précisément, les formes que ça prend dans les 5 tomes, c'est que le premier tome parle de l'histoire, le deuxième tome parle du destin du moi dans le monde d'après-guerre. Le troisième tome parle de la collapsologie, et est un jeu avec la collapsologie contemporaine, donc avec le discours de l'effondrement ou de l'écroulement qui nourrit le journalisme contemporain. Quant au 4e et au 5e tome, il traite, après l'écroulement, après l'effondrement, il raconte les deux pôles qui demeureraient, qui seraient d'un côté un paganisme absolu, dans le tome 4, et de l'autre côté, un judaïsme absolu dans le tome 5, puisque le tome 5 est consacré à de l'étude talmudique au sens large. Le tome 4 et le tome 5 sont consécutifs à un écroulement que j'ai raconté, dont j'ai montré des morceaux un peu dans les dernières lectures. Dans le tome 1, on était dans une mise en place de ce qui s'écroule dans le 3. Cette mise en place, ce serait l'histoire européenne. Et l'histoire européenne, je la raconte entre quelques jours de son début et quelques jours de sa fin. Évidemment, les dates que je choisis sont arbitraires, comme tout ce que je fais dans ce travail. Mais c'est l'arbitraire qu'on autorise, qu'on interdit aux philosophes et qu'on permet aux poètes, donc, puisque les poètes sont des irresponsables. Donc j'assume hautement cette irresponsabilité. Et les 2 dates sont l'an 1000 et 1945. Et 2 récits se croisent dans la première partie du tome 1. Entre d'un côté quelques jours de l'an 1000, où dans une famille juive qui rejoue l'histoire des patriarches dans une Allemagne, puis dans une Suisse rêvée, sont mises en parallèle avec une découverte de tout ce qui s'est passé, justement, en 1945, dans un château en Écosse. La famille juive s'appelle von den Rose. Il y a un père qui s'appelle Har, qui veut dire montagne en hébreu, qui est, entre parenthèses, d'après le Midrash, le surnom d'Abraham. Il y a un fils et 2 fils qui s'appellent Herman et Elias. Elias est celui qui invente et qui, loin d'être affecté par la puissance du père, est un pur inventeur. À cet égard, il est un vrai juif, puisque on est juif pour être juif au-delà de son père, et pas pour être juif dans la tradition de son père ou comme son père. Tandis que Herman, lui, est au contraire un adorateur de son père. À cet égard, il ressemble énormément à l'Ésaü biblique. Et parce qu'il est tel, il est un dogmatique. Et ce dogmatique va
avoir énormément de mal à supporter justement cette puissance bouleversante de renouvellement et donc de destruction aussi, puisque quand on renouvelle, on détruit, qui habite son frère et son père, si bien que Hermann va inventer l'histoire contre le caractère insaisissable de son frère, contre le caractère de novateur absolu de son frère. Il va inventer l'histoire. Il l'inventera en lui volant le bâton que Élias a reçu de son père, lequel l'avait reçu initialement de Moïse, lequel l'avait reçu d'Adam. Bâton qui signifie, bâton qui est une branche, pour le dire vite, qui est une branche du jardin d'Éden, donc qui signifie un dépassement du monde, un accès à un au-delà du monde. Mais un accès, pourtant, dans le monde, à un au-delà du monde. Et l'inverse du bâton sera un espace dont le nom est ambigu, mais qui va être celui de l'histoire, celui de la culture humaine, que j'appelle la tourbe. Mais ce n'est pas moi qui l'ai appelé ainsi. La tourbe, mon ami ici présent m'a démontré que, dans sa lecture serrée de Leibniz, que Leibniz affirmait que la tourbe était la matière fondatrice de la Germanie. Et par ailleurs, tourbe, ça veut dire la foule, puisque turba en latin, ça veut dire la foule, mais une foule chaotique, pas un démos, pas un peuple, une foule comme l'oikos grec, une foule désordonnée, qu'on appellerait en hébreu erev rav, une tourbe nombreuse. C'est de là que le nom m'est venu. Cette tourbe va être, génération après génération, ou plutôt vidum après vidum, un espace dans lequel la culture humaine va se nourrir d'elle-même et s'auto-dévorer et progresser par sa propre dévoration. Si bien qu'il y aura du vivace, et il y aura beaucoup de morts aussi dans cette affaire, puisque ce qui était vivace devient l'élément mort dont se nourrira le nouveau vivace. Et ça, ce serait le secret de cette tourbe. Quant à Hermann, qui a volé le bâton à son frère, Hermann a tué son frère, mais son frère n'est pas mort, parce qu'il a transpercé, et Élias est tombé dans un glacier, mais la terre l'a recueilli. Et donc, pendant 1000 ans, eh bien, Élias pansera ses plaies dans une chambre, dans le ventre de la terre, pendant que pendant ces mêmes 1000 ans, son frère Hermann, possesseur de l'objet de plus, qui est le bâton, et tirant de lui une espèce de survie aussi longue que l'anneau du Seigneur des Anneaux de Tolkien, va persévérer dans son être, et lentement se décomposer en même temps que l'histoire elle-même se décomposera et se réinventera sur la base de ses propres décompositions. Et ça, c'est le destin de ce que je raconte depuis l'an 1000. Quant à la partie 1945, ça réunit dans un château en Écosse, le château de Bute, un compositeur marquis qui s'appelle Marquis de Bute et qui est tout proche de Sibelius, et deux hommes qui, comme Sibelius, sont des génies de l'épopée et de l'histoire, l'un par la politique, Churchill, et l'autre par l'écriture, Tolkien. Et ces trois hommes vont découvrir justement, c'est tout l'objet de la première partie, le secret monstrueux de la tourbe, de la tourbière, qui repose sur cette maîtrise qu'exerce sur elle Hermann, lequel Hermann produit, vidum après vidum, tous les 80 ans, un prêche qui donne d'une certaine manière la direction à suivre pour l'histoire occidentale. Et le dernier en date disait « Je mets fin à la femme, j'achève l'amour, je mets fin à je ne sais plus quoi, j'achève l'esprit, je commande le moi pour la vie à venir ». Ça, c'est ce qu'il avait dit en 1945, après avoir commandé les nations 80 ans plus tôt, et après, 80 ans plus tard, commander non plus le moi, mais nous tous, monde que, pour le meilleur et pour le pire, nous habitons. Et donc là, nous sommes dans la deuxième partie du tome 1, et je fais une sortie de route
et en hommage à mon ami Pierre, ici présent, qui est un grand penseur de l'architecture et qui m'a toujours puissamment invité à être architecte dans mon écriture, je lui livre ici un élément d'architecture. Cette deuxième partie nous fait sortir aussi bien de la Suisse mythique de la famille von den Roos que de l'Écosse de Lord Bute, et se centre sur un personnage qui va s'appeler Fabrizio. C'est un jeune homme juif de naissance, on racontera plus tard sa naissance, qui va rentrer dans la compagnie de Jésus, autrement dit chez les jésuites. Le titre de la partie, c'est « Comment je naquis dans la compagnie de Jésus ». Et ce jeune Fabrizio va être, comme tous les Gèses, un étudiant en une science, en une discipline universitaire. Lui, ce sera la géologie. Je parle de la terre, je parle de la tourbe. Et je différencie d'ailleurs la tourbe et la terre, ça je ne l'ai pas dit, mais enfin, c'est très important de l'entendre. Et lui sera un géologue. Et ce jeune jésuite va être, pour des raisons que je vais raconter au fur et à mesure des chapitres que je vais lire, va être le martyr d'une visite régulière à Hermann. Parce que tout de même, il n'était pas question que l'Église ne contrôle pas cette affaire. Et donc, pour contrôler cette affaire, il fallait qu'on ait un des membres de l'Église qui aille faire des petites visites à Hermann, au maître secret, sinon dans sa loge, du moins dans sa grotte. Et le jeune Fabrizio sera très cyniquement envoyé à cette espèce de mise en rapport avec la terreur absolue qu'exerce Hermann quand on le rencontre. Et pourquoi je parle d'architecture ? Parce que j'annonce ici un point. Si j'ai fait cette deuxième partie, qui rompt avec la narration de la première partie, qu'on retrouvera dans la troisième partie, on retrouvera Churchill, Tolkien, Hermann, etc. dans la troisième partie. Ici, on verra seulement Hermann, puisque ce jeune jésuite va lui rendre visite. Mais d'abord, je voulais un arrêt sur image sur la relation d'un homme avec Hermann, et non pas seulement la relation d'Hermann avec l'histoire. Mais surtout, je suis en train d'inventer ici quelque chose qui va jouer un rôle énorme dans la structure globale du projet. Parce que ce jeune Fabrizio, donc là je vous le livre juste à titre d'annonce, et ce sera sans doute assez abstrait à entendre, mais le tome 2 s'appellera « Étranger parmi les vifs », parlera du moi et aura pour objet un certain Pascal B, dont la vie d'étranger parmi les vifs sera jugée utile à certains égards pour affronter, comme nous le faisons tous, le moi. Mais avec peut-être ces éléments supplémentaires que peut donner l'étrangéité du dit Pascal B, y compris dans son parcours, c'est-à-dire de sa traversée vers l'être juif depuis ailleurs. Or, Fabrizio est un jeune juif de naissance qui va devenir prêtre jésuite. Et dans le tome 2, Fabrizio sera le vrai acteur d'un sauvetage d'une humanité très 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 atteinte, précisément par l'enfermement dans le moi, par le moyen d'offrir au moi de Pascal B, étranger parmi les vifs, ou les juifs comme vous voulez, une antériorité, comme un destin, qui fait que, au lieu d'être seulement circonscrit à sa propre personne, Pascal B remontera de ce Fabrizio du tome 1 à ce Fabrizio du tome 1 comme à un passé qui lui est offert. Et donc ici, il y a un énoncé de structure. Alors donc pour le moment, c'est extrêmement abstrait. Ça se construit lentement dans le tome 2, mais je voulais l'annoncer pour que vous entendiez que ce personnage va jouer plusieurs rôles clés dans le livre. Et maintenant, j'en viens à la lecture.
Et comme c'est un autre narrateur, puisque la narration sera à la première personne, je commence par un préambule. Un autre narrateur entre en scène. Carnet de Fabrizio, après sa première visite à Hermann. Nous autres civilisations, nous savons que nous ne sommes pas plus mortels que nous ne sommes immortels, pour la simple raison que nous n'existons pas. C'est bien encore un mot de penseur français. Un qui profite de sa langue. Même dans les langues, il y a des mots qu'on ne devrait pas se permettre. Civilisation en français en est un. Mais Valéry, parce qu'il avait un rôle de choix, a fait son métier de penseur français. Sa phrase pouvait s'écrire en lettres d'or au fronton de quelques monuments, de l'or extrait de la tourbe. On ne sait pas assez, on n'a pas assez dit qu'il existe une secrète parenté entre l'or et le moi. Sitôt que l'or, lui, non loin s'émeut un moi. Ce gars-là, Sémanfort, s'était fait une spécialité conjointe de la République et du moi. Il n'était pourtant pas assez malin pour s'être fait connaître du prêcheur. Moi, au contraire, j'ai avancé à l'aveugle. Le peu que je sais, je l'ai découvert petit à petit. J'ai eu ma part de l'histoire, non en héros, mais en complice. Complice malheureux, un Schleemazel en somme, comme disent ceux qui ont le refuge du yiddish. Je n'ai pas le yiddish, sinon ce seul mot. J'ai pour seul refuge les immenses nefs de l'église. La bise peut y souffler, surtout quand les vitraux sont brisés. Je pourrais décliner mon identité, vous dire « je m'appelle monsieur Untel, c'est moi ». Mais qui mieux que moi, sinon Hermann, dont je raconterai la rencontre, pourrait témoigner que sitôt qu'on annonce un moi, ou si vous voulez un personnage, tout heureux d'être drapé dans le dialogue complexe et rassurant d'un prénom avec son patronyme, un piège abyssal se noue dans le vide. Nous avons le temps. Rien ne presse. Il a commandé pour toute la vie à venir, et la vie à venir, c'est la nôtre. Toute une vie d'homme, de 80 ans, toujours. Vous n'avez qu'à additionner cela avec la date du prêche fameux, 1945, plus 80 ans. Tout cela formant une vie, et tout cela étant voué au suspens. Vous conviendrez que nous avons le temps. Avant mon identité, je vais compter comment moi, qui pourrais difficilement être moins pesant que je ne suis, je fus embarqué dans cette histoire où de très grands hommes d'hier et d'autres très grands hommes de demain sont invités. Un jour où je repassais par la jésuitière où mon destin avait été tranché, rue de Sèvres à Paris, on décida que je devais voir un vieil évêque qui finissait ses jours à une rue de là. Il venait de Suisse, du Valais, et s'appelait Jacques Débonnaire. C'était justement en 1945. Je me demande comment lui avait entendu le prêche, puisqu'il était certain que tout le monde l'avait écouté. « Mon petit gars, m'avait-il dit, nous entrons, l'église entre dans un tunnel. Je ne sais pas si nous nous sommes perdus, mais il y a toutes les raisons de croire que nous venons de perdre une grande bataille. »« À cause des nazis, monseigneur ?»« Ouais, je ne sais pas si le pape a été à la hauteur. Je te le dis parce que tu as l'âge, mon gars. Je sais que c'est douloureux à entendre, mais il aurait dû choisir le martyr avec le cinglé. Nous autres chrétiens, nous ne nous trompons jamais quand nous choisissons le martyr. C'est ça que ça veut dire, tu sais, dans l'Évangile. L'heure vient, et c'est maintenant. C'est dans Jean, mon père, n'est-ce pas? Chapitre 4. J'aurais dû dire Saint-Jean quand même, excusez-moi. Pour un père jésuite. Oui, tu as de la mémoire, mon gars, tu es doué pour les textes, pas de doute. Mais as-tu de la cervelle? Le martyr, c'est celui qui annonce que c'est maintenant, même si c'est pas maintenant, même si c'est l'heure, même si l'heure ne fait que venir. Alors il fait qu'elle est déjà venue, et il peut dire que c'est maintenant l'heure qui vient. Le martyr est en avance sur le temps? Non, c'est le temps qui est en retard sur lui. J'ai compris. Eh bien, tu vois, je crois que plus personne n'est prêt à ça. En mettant ma soutane ce matin, en boutonnant tous mes boutons, je me suis dit que j'avais l'air d'un fier sac à foin avec mon déguisement. Je me suis regardé et je me suis fait l'effet d'un paysan qui se déguise en empereur de Rome. On se méfie des paysans, même si on les aime. Vous vous souvenez de Paganus, mon père? Paganus, mon gars, c'est ça, un païen. Tu vois, c'est ça justement qui est drôle. C'est quand on croit être intelligent et qu'on croit maîtriser l'histoire qu'on se transforme en grosse bête chez nous. Vous nous dites que le Saint-Père s'est transformé en grosse bête, monseigneur? Bon, c'est pas une si grosse cochonceté. On aime bien les vaches par ici, je veux dire en Suisse, là d'où je viens, là où j'étais. On les bichonne, pas vrai? Il aurait dû être moins diplomate. Ah, mon petit Gilles, ça t'étonne, hein? C'est pas ce qu'on vous a raconté dans vos casernes avec vos généraux. Vous savez qu'on a un 4e vœu chez nous, celui d'obéir au pape pour les missions. Il y a toutes sortes de missions, et les méchants prétendent qu'il y a aussi toutes sortes de papes. Obéis, oh, mon gars, obéis et missionne-toi autant que tu veux, mais j'en démords pas.
Il n'y a de bon chrétien qu'un chrétien mort. J'ai entendu ça dans la bouche des nazis qui disaient ça sur les juifs. Ben moi, j'aurais préféré entendre ça, dire ça sur nous autres, et je lui aurais tendu la joue. Tandis que maintenant, si tu m'en crois, on a l'air fin. Les juifs, c'est une autre affaire, dis-je. Ben oui, ça, y a rien de changé. Je me demande encore pourquoi on m'avait envoyé à Jacques Desbonnaires. La veille de ma soutenance de thèse, après avoir englouti d'un trait Don Juan, Tartuffe et le misanthrope, j'écrivis pour moi-même un dialogue des morts entre Molière et Pascal. Je devais ces lectures et ces lignes à mon plus cher ami, le seul qui m'ait été donné, quoique je ne l'eusse fréquenté qu'une seule journée, ou plutôt une seule petite heure, un vendredi à la tombée du jour. Ça sera raconté dans la prochaine lecture. Quant à ces lignes, elles furent écrites un dimanche. Je veux y voir mon vague rêve de résurrection pendant ces mois de froidure, où la nature ne nous distrait pas de sa splendeur, quand s'attise l'ennui d'être seul avec moi. Molière. Bonjour, monsieur Pascal. Je suis heureux de pouvoir vous approcher enfin. Nous jouâmes dans le monde deux personnages qu'on ne croise jamais, parce que l'un et l'autre parlent de la même chose, d'une façon trop différente. Plus que les réponses ou les dogmes, c'est la façon qui fait l'étoffe. Pascal. Peut-être, monsieur l'écrivain. Molière. N'écrivîtes pas vous-même? Pascal. Certes, mais je gardais mes écrits par devers moi. Vous vous exposâtes sans retenue. Molière. J'étais acteur. Pascal. Je l'étais aussi. N'y coupons pas. De quoi voulez-vous me parler? Molière. De moi. Pascal. Le moi est haïssable. Molière. Justement, avez-vous lu, Pascal, tout, mon cher? J'ai tout lu de vous. Je ne sais plus guère si j'étais alors vivant ou mort, cela ne change pas grand-chose en fait. J'ai lu vos amours et vos médecins dans toutes vos pièces écrites pour éprouver vos femmes et vos corps. Je m'en suis beaucoup diverti, ce dont je tire à présent une fierté secrète. Mais j'ai souvent frémi en lisant La Chose, vos 3 pièces en une, votre pièce en 3, car n'est-ce pas, c'est un seul ouvrage que vous commîtes avec Tartuffe, Don Juan et votre misanthrope, à la façon de ce retable que Grunewald consacra à la parousie de notre Seigneur. Molière. La Trinité m'oblige. Pascal, ne raillez pas, suppôt de Lucrèce. Molière, je vous lus moi aussi. Je lus votre dialogue avec le philosophe sociable. J'entends fuser votre poignard quand vous montrâtes que l'homme aimable corrige le tyran qui ne donne jamais place à nul autre que soi, mais qui laisse vacant, impuni même, l'autre visage de ce Janus, l'injuste qu'est aussi, en su de l'égoïste, le redoutable moi. Pascal, vous fîtes bien de me lire, mais vous fîtes mieux encore d'écrire. Molière. Que vous inspire ma triade? Pascal. Elle est votre mémorial de Pascal. Par 3 fois, vous brisâtes les idoles, vous brûlâtes les poutres, et vous filâtes par l'échelle. Par 3 fois, dans Tartuffe, dans Don Juan et dans Alceste, vous fîtes la rencontre du moi. Par 3 fois, vous en fûtes le témoin terrifié dans le personnage que vous suscitiez. Vrais monstres dans la nature, ils avaient si bien corrompu le moi dans leur personne, et celle des autres, qu'il n'en restait plus rien, sinon quelques gestes pieux que bégait la bigote, Madame Pernelle, un peu de vieux tabac que prisait le valet, tout fier d'imiter son maître, et le souvenir d'un cri dans un palais de marbre, déserté par la femme. Qu'ils semblèrent pâles, vos honnêtes hommes. Comment les appelâtes-vous déjà? Cléantes, oui, Cléantes, qui prêchent l'équilibre et la bonne amitié. Tandis que dans les décombres laissés par les rires et les cadavres encore chauds des hommes et des femmes, vous regardiez le feu. Molière. Mon Dieu, monsieur Pascal, que vous êtes pascalien. Je jouais ce Sganarelle et je faisais des grimaces. Pascal. C'est cela que je dis. Mes pensées sont vos grimaces. Et que Dieu nous épargne d'avoir jamais les mines de ceux qui prennent du tabac. Molière. Monsieur Pascal? Pascal, quoi, Molière? Qu'il fait donc sombre par ici, dit Molière. Pascal. Encore quelques efforts et nous finirons par y voir. Molière. J'ai entendu tout à l'heure un petit monsieur à l'air très vif et ironique. Pascal. Monsieur Descartes. Toujours lui. Molière. Il disait que nous subissions cette ombre car en réalité nous n'avions rien inventé. Pascal. Ainsi il avoue enfin. Molière. Il partit avec moi dans une tirade que je vous reproduis car je l'ai apprise d'un seul coup. Nul homme ne nous précéda mieux, nous trois, vous, mon petit Poquelin, le jeune Pascal et moi-même, que cet Ignace de Loyola dont je subis l'école, et qui par la compagnie qu'il fonda se consacra secrètement aux délices du moi, à ce feuilletage infini de tous les vices et de toutes les vertus, toujours plus complaisante avec elle-même et toujours plus lucide. Tous trois nous naquîmes de lui et tous trois nous finîmes en lui.
Finement, je tentais de lui percer le cœur, qu'il avait, en chirurgien orfèvre, arraché à saint Paul pour l'offrir à son pape et à la politique. Tel ne fut pas, hélas, mon cogito, né de mes études byzantines sur les génies mauvais et bons irréversiblement. Vous, Poquelin, commîtes votre don Juan. Cela tua presque mon Ignace, car vous dites des hommes la sinistre engeance, si bien que leur offrir la plus grande gloire de Dieu n'avait plus de nécessité. Le petit Pascal clama ses provinciales, où il s'étouffait en Clermontois les habiletés parisiennes. Les jésuites connaissent les arbres, aussi même les terres et même les roches. Le petit Pascal croyait-il les vaincre avec son trop d'intelligence et son peu de province? Allez le voir, le jeune enfant, et dites-lui de ma part qu'il s'assagisse enfin, qu'il renonce à souffrir et que sa mort ne l'a pas annulé. Il demeure, malgré ses craintes et ses hauts cris. Quant à vous, Poquelin, habile homme, vous vivez, je répondis, non, monsieur Descartes, je suis mort comme vous. Alors le vieil homme me regarda et me dit, mais oui, gentil Molière, oui, bien sûr, vous êtes mort, mais vous y vivez bien, c'est si rare. Adieu, Molière, notre ombre ne durera pas longtemps. Pascal, le sait-il ou l'espère-t-il? Pardon, Molière, il le sait, bien sûr, je l'ai confondu avec moi. Mais Molière, où est Don Juan? Molière, Don Juan? Mais c'est un personnage. Pascal, l'ai-je nié? Où est Don Juan, Molière? Que sens-je? Un feu invisible me brûle, je n'en puis plus, et tout mon corps devient un brasier ardent. Saviez-vous qui vous peigniez alors? Molière, bien sûr, monsieur Pascal, c'est vous que je peins là. Pascal, merci, Molière. C'était un buisson ardent que mon corps, mais j'avais cru, sitôt mort, qu'un jésuite y avait jeté de l'eau. Ces lignes, que je ne maîtrisais pas, me plongèrent dans l'angoisse. Finalement, je soutins ma thèse sous les décors fossiles des marbres du bas boulonnais. Je ne pus m'empêcher, le jour de la soutenance, de songer que les colonnes des églises de mon ordre gardaient, dans l'éclat de leurs marbres, des traces d'éléments morts et décomposés. Avais-je parlé de la même chose dans ma thèse et dans ma tentative de théâtre? Rentrant chez moi, je m'abattis sur mon lit, je relus mon dialogue et me dis, cette fois, je quitte corps et âme la compagnie de Jésus. Ce fut ce jour-là que j'y entrai vraiment. Chapitre 1, un jésuite au sommet. Sion, Valais, 7 mai 1945, j'ai 26 ans. En descendant du Beach Horn, où j'avais opéré un relevé de roches carbonatées et de roches cristallines, je fis une halte sur le tronc coupé d'un long sapin dont les bûcherons n'avaient pas encore élagué les branches hérissées d'épines. Mon dos tirait âprement car la petite gypsière, au lieu d'être remplie de quelques perdreaux ou faisans, était bourrée de morceaux de caillasse. Je regardais l'immense mont. Sa forme de pyramide m'évoquait un peu platement l'Égypte. La neige et le glacier m'arrachèrent ensuite des réminiscences de plissements et de millions d'années. Je me trouvais bien seul. On remballe, me surpris-je à conclure, alors que je n'avais nulle intention de me lever, trouvant une position pour que mon dos crie moins sa misère. Je songeais une fois de plus à Pascal, à son œuvre que j'admirais tant, quoiqu'il fût le plus féroce de nos ennemis. À son canton détourné, j'entends l'univers dont il fait si ironiquement la description au lecteur dans ses deux Infinis. À ses emportements conjoints et pourtant contraires vers l'immensité, vers le corpuscule. J'en ressentais le grincement d'âme comme un craquement de jointure, et je me disais qu'il avait souffert lui-même de tout ce dont il avait voulu faire souffrir son lecteur, bien plus intensément que lui. Puis je pensais à Malebranche et à sa vision en Dieu, dont je tentais, un peu enfantin, de situer un point de fuite un peu plus loin que le piquant du sommet, vers l'au-delà du monde où le monde se tient. Petit jeu métaphysique, petit vertige de petit père jésuite qui ne sait plus trop pourquoi il est arrivé là, mais a trouvé un moyen de demeurer pour le reste de ses jours, l'enfant qu'il était. Le prêtre, si l'on en croit Oscar Wilde, partage avec l'imbécile le rare privilège de garder sa jeunesse. Ce matin-là, j'étais le dernier des jésuites, comme il paraît qu'il est un dernier des hommes, un dernier des justes et, pour les enfants, un dernier des mohicans. La veille, j'étais allé à Fribourg rencontrer mon maître de thèse. Il s'appelle Émile Argon. Il avait passé sa vie de Neuchâtel à Lausanne jusqu'à Fribourg à sonder les formes capricieuses des Alpes valaisannes parce que la nature métamorphique des roches et leur manque de fossiles empêchaient d'en déterminer l'âge. Ce vieux monsieur, en me recevant dans son bureau pour m'y raconter ses souvenirs, s'émerveillait de lui-même et de sa vie passée, sans autre dessein que de savoir pourquoi le Matterhorn penchait comme la tour de Pise et pourquoi le Beechhorn était une parfaite pyramide. « Mon garçon, vous savez que vous êtes mon dernier disciple » m'avait-il lancé à la fin de ses remémorations. « Pourquoi, professeur, vous n'avez pas d'autres disciples que moi ?»« Si, bien sûr, j'ai des élèves. Je parle de disciples, car la science ne tolère pas l'amateurisme des étudiants. Elle exige qu'on se donne à elle corps et âme.
Croyez-vous qu'entre ma femme et une congère, le choix a été long à faire? Vous êtes un religieux, vous me l'avez confié, et vous savez ce que c'est que de se donner, avait-il continué rêveusement. Justement, professeur, je ne sais pas si je peux prétendre à votre filiation. Je n'ai pas seulement la science en charge. Vous savez bien que non, voyons, vous êtes jésuite, ne vous moquez pas de moi. Il m'avait regardé d'un œil aigu. J'avais compris que son anticléricalisme extrême luttait en lui avec l'affection débordante que je lui inspirais. Il doutait que jésuite j'eusse le moindre intérêt pour l'âme de mes semblables. En ce qui concerne leur salut, il avait raison, puisque le salut était assuré. Cela signifiait beaucoup, du moins j'y entendais des échos infinis. Mais en ce qui concerne la gloire de Dieu, il avait tort. Je devais à Dieu plus d'attention qu'au mica, au quartz et au feldspath. C'est ce que j'avais fini par lui répliquer. « Mon garçon, nous sommes parfaitement d'accord, avait-il répondu. Nous savons qu'il y a Dieu derrière le granit, puisque nous cherchons dans le granit ce qu'il y avait avant le granit. Le chaud clapotis du manteau, Fabrizio, les miroitements oranges de la lave dans les couches de la terre, cette matière encore informe qui donnera demain les rochers et les cols, c'est elle que nous scrutons. Cette matière, c'est la peinture dont se sert Dieu quand il enfile sa blouse par-dessus sa cravate. Si je ne cherchais pas Dieu dans les montagnes, croyez-moi, je me contenterais des cartes postales. Vous dites ça pour me faire plaisir, professeur. Pourquoi ne me faites-vous pas confiance? Je vous ai entendu proclamer à votre dernier cours « Nous autres athées ». Mais je parlais à un philosophe. Je ne vais pas vous apprendre qu'il faut savoir adapter son discours. Vous parlez à un prêtre aujourd'hui. Pardonnez-moi d'insister, je parle à un jésuite, c'est très différent. Seul, vous savez que l'athéisme et la gloire de Dieu se confirment mutuellement. Voilà un emprunt détourné à Baudelaire, si je ne m'abuse. Vous voyez, vous êtes imbattable. Le vieux professeur était parti d'un nouveau rire de stentor. Quand je l'avais quitté, un pressentiment m'avait averti que je le voyais pour la dernière fois. Je m'étais retrouvé dans les couloirs de la vieille université. Des étudiants y passaient, un peu plus jeunes que moi. Ils avaient une mine, un costume, des cravates et des regards d'étudiants. Je m'étais fondu dans leurs mouvements comme un virus, dans un flux sanguin, car j'étais en civil. Nous autres jésuites n'avions pas droit de cité en territoire helvétique. Aussi, chaque fois que je devais me rendre à Fribourg ou ailleurs, je devais remiser ma soutane, lisse et sans boutons, contre le costume et la cravate. Les premiers temps, cette vieille règle m'avait fait sourire, mais assez rapidement, j'en avais conçu un mélange de gêne et de frustration. Ce n'était pas de la soutane que j'éprouvais le manque. D'ailleurs, contrairement aux autres ordres, nous n'avions pas d'habits réglementaires. Vêtu ainsi, j'avais toutes les apparences d'un homme qui fait ses études, se mariera demain, sera professeur, respecté, chargé d'ans, de famille et de petits-enfants, alors que tout cela était pour moi à la distance d'un continent. Plus soucieux de tous, plus engagé par mes vœux dans le respect de chacun d'eux, et des miroitements de la vérité humaine qu'aucun de leurs maîtres ou de leurs camarades, j'étais néanmoins un intrus, porteur d'un secret, comme ces juifs qui avaient porté en Allemagne l'étoile jaune. Moi, je n'avais d'étoile ni en moi ni hors de moi, ni pour me bénir, ni pour me maudire, pas même d'étoile au ciel, qui ne coûte guère pourtant à arborer. Celle qui avait guidé les rois mages était assez connue de chacun pour n'être plus à personne. Je devais revoir le professeur Argon après mes dernières corrections, puis la thèse serait terminée. J'aurais sûrement un poste, à condition qu'on persiste à ignorer mon statut de jésuite, là ou bien à Neuchâtel. Le paradoxe de mon existence solitaire serait couronné par une réputation de savant cosinus. Je vivais alors dans une petite chambre chez l'habitant, non loin de l'université. Je rentrais à la maison une fois par semaine, c'était bien peu. Pas assez en tout cas pour lier avec mes frères cette routine qui vous rend douce la vie de jésuite, lorsqu'autour de la table se racontent les cas individuels, comme ce partage entre philatélistes les timbres-postes. C'est une passion, certes, mais il faut de la persévérance et donc de l'habitude, sans quoi la petitesse de son motif vous saute par trop au visage. Ce soir-là, je cuisinais pour le père Roche du foie de veau dont j'avais soigneusement attendri la substance délicate dans un déglaçage de vinaigre et de persil haché. Je nous servis car notre novice était à Rome et le vieux père Romus, régisseur de notre appartement, avait dédaigné ma spécialité culinaire pour l'invitation à dîner d'une fade comtesse. Assez régulièrement, il fallait que je fasse montre de ce que j'étais censé être, un jeune jésuite encore naïf. J'en avais reçu l'ordre des plus hautes autorités possibles. « Mon père, puis-je vous questionner ?» demandai-je. « Questionne, Fabrizio, questionne, pourvu que tu ne gâtes pas avec ta question le goût de mon foie de veau. » Je me demandais si vous aviez déjà failli quitter la compagnie. « Ce n'est que ça !» s'exclama-t-il en redressant sa fourchette d'un air guilleret. « Mon foie de veau sera donc sauf !»« Que voyez-vous de pire ?»« Je ne sais pas, devenir mariste !»« Vous avez donc traversé ces phases ? Ce sont des sortes de pauses dans notre vocation, le diriez-vous ainsi ? Pause ? Phase ?
Mais je n'ai jamais cessé, mon pauvre Fabrizio, jamais je ne me suis couché un soir sans penser que j'en avais fini avec la compagnie. Non que le matin ne m'ait rendu des ailes et des certitudes, mais disons que la journée passée, je crois toujours que cette fois je suis résolu. C'est cela être un vrai jésuite, mon petit Fabrizio. Savoir toujours mieux pourquoi on n'en est pas un, en tout cas pas un vrai, pas un enthousiaste. Nous ne sommes pas du monde. Tu te rends compte, ça aussi, c'est écrit, oui. Nous avons sacrément trahi cette phrase de notre Seigneur. Précisément, nous sommes là, ses disciples les plus littéraux, je dirais les plus mystiques. Au sommet, on pourrait dire. Nous autres jésuites, nous sommes les chrétiens au sommet. Pas d'erreur, nous sommes fortiches. Ne pensez-vous pas que je devrais parler au provincial? Savez-vous que je n'ai toujours pas compris quelle est ma mission en Suisse et que je suis là de me cacher au point de risquer de me perdre de vue moi-même? Je savais parfaitement pourquoi j'étais en Suisse et pourquoi je ne pouvais le raconter à personne. C'est très simple, mon frère Fabrizio. Ou tu es trop humble, et souviens-toi de Jean de la Croix, ou tu es trop orgueilleux, et souviens-toi du marquis de Pombal. N'oublie jamais que nous sommes tolérés de par le monde, et que même le pape ne pourra rien pour nous si nous ne sommes pas souples comme des chats et gris comme de vieux murs. Vous êtes truculent, mon père. Que veux-tu? S'ils avaient voulu, sur moi-même, ils avaient de quoi bâtir toute une église. Le foie de veau avait été mangé sans que je l'eusse vu porter la fourchette à la bouche. Il était redoutable et fascinant, surtout dans ses mines et ses silences. Pourtant, il ne résolvait rien. Jamais je ne vis de ma vie entière un prêtre résoudre quoi que ce soit qui touche à la vérité. Un autre en avait la charge. Le père Roche, lui, aurait dit « c'est parce que c'est déjà fait ». Le lendemain, une toute jeune femme m'entreprit alors que je regardais par la fenêtre du train en m'approchant de Suisse. « Vous n'aimez pas les femmes, vous ? Qu'est-ce qui vous fait penser cela ? Je vous regarde depuis de nombreuses minutes et vous ne réagissez pas. Que voulez-vous que je fasse ? Que vous m'aguichiez à votre tour ? Qu'ai-je d'aguichant pour que vous vouliez que je vous aguiche ? Vous êtes perdu. Rien n'aguiche plus une femme qu'un homme perdu. Mettons que je vous réponde que je n'ai pas d'autre dessein que de vous épouser. Que diriez-vous ? Je dirais que vous êtes un don Juan, mais en fait je mentirais, car je vois bien que vous n'en êtes pas un. Je le vois dans vos yeux. Je ne vous intéresse pas, même si vous êtes perdu. Je ne vous intéresse pas comme une femme. Êtes-vous psychologue ? Je suis écrivain. Vous êtes donc un inverti ? Et si je ne m'intéressais ni aux hommes ni aux femmes, si je n'avais d'intérêt que pour leur âme, vous m'étonneriez. Vous n'avez pas l'air d'un homme que les âmes émeuvent. Je suis prêtre. Pourquoi n'êtes-vous pas en soutane ? Parce que je suis jésuite. Qu'est-ce que ça change ? Nous avons été bannis de Suisse. Bannis ? Parce que vous étiez trop entreprenant ? Exactement. Les hommes n'aiment pas qu'on leur rappelle qu'il faut s'occuper d'eux. Mais les femmes n'aiment que ça. Le train est arrivé. Vous êtes sauvés, sauf si je vous dénonce à la police. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Marguerite. Un jour, on m'appellera Duras. Vous prierez pour mon âme. Elle est déjà perdue. La jeune fille se leva. Elle avait quelque chose de déjà flétri, sans doute pas trop de conscience d'elle-même, malgré toute la fureur qu'elle mettait à occuper son corps. Je n'étais pas heureux. Il y avait tant de choses que je voyais dans la chair des autres, et si peu dans la mienne. Et voilà pour aujourd'hui.